Salut, c'est Mathias sur Chaud l'Artisan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler entretien, maintenance de climatisation RR. Donc on va voir ensemble pourquoi je pense que c'est très important, à quelle fréquence il faut le faire, et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on y fait. La première chose à faire, qui est à faire par l'utilisateur, ça va être de nettoyer les filtres. Donc toutes sont faites à peu près de la même façon. Tu trouveras des encoches sur les côtés pour passer tes doigts et tu pourras ouvrir ce capot. S'il n'est pas trop vieux, il est censé tenir en l'air comme ceci. Et ici, tu vas trouver des filtres, tu vois, qui sont accrochés dans des petites fixations avec des languettes. Il suffit de les soulever et de les faire coulisser. Ces filtres-là sont le premier rempart contre l'encrassement de ta machine. Donc, il faudrait, tu vois, les aspirer assez régulièrement. Toshiba te préconise un nettoyage de filtre tous les 15 jours. Je trouve que c'est un peu exagéré. Tu fais ça une fois par mois, c'est déjà largement bon. Il suffit de mettre un petit coup d'aspirateur recto verso. Sauf si toi par exemple t'es fumeur ou que ta clim se trouve dans le volume de ta cuisine et que t'aimes bien la bonne bouffe bien grasse. Tu vois, ta poussière peut être un peu grasse et collée au filtre. À ce moment-là, tu peux les faire à l'eau savonneuse sans aucun problème. Il faudra juste les laisser s'égoutter et sécher tranquillement. Faut pas forcer le séchage, tu les fous pas au soleil ou tu leur fous pas un coup de sèche-cheveux, ça pourrait les déformer. Tu les laisses sécher tranquille. Tu viens les replacer simplement en les faisant coulisser de la même façon qu'on les a enlevés. Et c'est reparti. Alors je te montre rapidement comment j'aspire les filtres. Donc quand tu retires tes filtres une fois par mois, même s'ils te paraissent propres, aspire-les. Parce qu'une poussière très fine déjà déposée, il faut déjà la retirer. Puisque après elle va finir par passer à travers et venir encrasser ton échangeur. On va regarder ça ensemble. Je vais les mettre de côté, je vais ouvrir la clim. Pour t'expliquer à quoi sert la maintenance et l'entretien, je vais d'abord t'expliquer comment ça fonctionne. On fait circuler dans ces échangeurs un fluide frigorigène ou très chaud ou très froid qui va passer, tu vois, dans les tuyaux, on voit des crosses là, donc c'est un tuyau qui fait des allers-retours comme ça, en serpentin, à travers l'échangeur. Et ces tuyaux sont pris dans des ailettes aluminium qui sont dans ce sens là. Et tu vois là-dedans, on a une volute qui va venir aspirer l'air au-dessus à travers tes filtres et venir souffler l'air de ta pièce, donc qui va faire comme ça dans ta pièce. Tu comprends bien que si on fait passer un gaz très froid, on va refroidir l'air de ta pièce et le souffler froid. Et puis si on fait passer un gaz très chaud, on va le réchauffer et souffler ça dans ta pièce. Alors c'est pas exactement comme ça, mais c'est pour faire simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va parler de climatisation. Lorsqu'on est en climatisation, l'air de ta pièce est chaud, potentiellement porteur d'humidité. Et ici, on va avoir un fluide dans des températures négatives pour pouvoir refroidir correctement ton air ambiant. Donc, lorsque le ventilateur va le forcer à passer à travers, donc on va déjà charger les filtres et l'échangeur de la poussière contenue dans l'air. Mais en plus, on va venir condenser l'humidité contenue dans cette même air. De par l'écart de température entre ton air ambiant chaud et le fluide frigorigène dans des températures négatives. Donc cette eau qui va condenser sur cet échangeur, elle va perler, ça va ruisseler. Donc on va déposer certaines particules de poussière dans l'échangeur, d'autres vont ruisseler avec et venir dans le bac de condensat ici, qui est là pour ça, pour récupérer cette condensation. Et après, on est équipé de plusieurs sorties. Il y en a une de chaque côté et une des deux est raccordée. Ici, c'est celle-là. Et donc ça va drainer ou gravitairement par un tuyau vers l'extérieur ou une canalisation d'eau usée, ou si on n'a pas la possibilité de faire ça de façon gravitaire, vers une pompe de relevage. Une pompe de relevage, c'est un petit réservoir avec un flotteur qui possède un contact sur le dessus. Donc quand ce réservoir va se remplir de l'eau des condensats,
elle va faire monter le flotteur et quand le flotteur va arriver en haut, il va faire contact et démarrer la pompe qui va vider la cuve et pomper ça un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu nettoies pas ça, tout l'été, tu vas condenser, accumuler de la poussière et de l'eau qui va venir encrasser l'échangeur, le bac, les évacuations, ta pompe de relevage éventuellement. Et ensuite, après cela, tu vas passer ta machine en chauffage ou l'éteindre pour la période hivernale. Et donc, toutes ces impuretés vont sécher et vont venir donc obstruer cet échangeur. Donc plus il va être obstrué, moins d'air va le traverser. Moins d'air va le traverser, moins de puissance tu auras et plus tu vas consommer. Ça va également encrasser le bac avec des risques de débordement. Ça va encrasser les tuyauteries d'évacuation, également avec des risques de débordement. Et ça va aussi également colmater ou coller le flotteur de tes pompes de relevage. Ce qui fait qu'elle ne va pas démarrer lorsqu'il y aura besoin, puisque le flotteur ne va jamais venir faire contact. Et on va encore avoir des problèmes de débordement. Voilà pourquoi je te conseille de faire un entretien annuel et de le faire avant le démarrage de ta saison de climatisation pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que si ta pompe de relevage a été nettoyée, si ton bac à condensat a été nettoyé, que ton échangeur a été décrassé, désinfecté, eh ben, tu vas respirer un air plus sain, tu auras un meilleur échange, donc des meilleures performances et donc tu vas faire des économies. Et surtout, au moment de démarrer ta clim, lorsque tu vas de nouveau condenser dans ta machine, tu n'auras rien de bouché qui va empêcher l'évacuation des condensats. Et du coup, tu vas préserver l'état de ton mur d'une fuite éventuelle d'eau au démarrage. Donc pour ce faire, on va simplement nettoyer la machine. Je vais également vérifier le serrage des connexions électriques, tu vois. Là, tu vois, j'y remets pratiquement un tour, là. Un demi-tour. Pareil. Voilà, donc ça, si c'est mal serré, tu vois, ça peut créer des petites vibrations, un échauffement, éventuellement fondre un connecteur, voire foutre le feu. Donc ça mange pas de pain. On va faire également une recherche de fuite de fluide frigorigène. Je vais te faire voir ça tout de suite. Hop. Donc à l'aide d'un détecteur de fuite. Donc lui, on va le démarrer le plus loin possible de la machine parce qu'il va s'étalonner. Donc tu vois, là, il est en train d'aspirer et de s'étalonner. Donc je me mets loin au cas où il y a une fuite pour qu'il soit assez sensible pour la détecter. Et donc on va vérifier les fuites de gaz sur toutes les brasures apparentes et sur les liaisons frigorifiques. Alors normalement, moi, je fais l'installation, j'essaie de garder mes raccords ici. Là, ça a traversé le mur, donc j'irai dans la pièce à côté faire les fuites de l'autre côté. Mais voilà, tu passes ton détecteur de partout et être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. La détection de fuite, elle est obligatoire à partir de 4 kW de puissance frigo tous les 2 ans. Donc voilà, moi je vends que des contrats annuels. Après, toi tu fais comme tu veux. Mais si tu es détenteur d'installation et qu'elle fait plus de 4 kW, tu es dans l'obligation de faire une détection de fuite tous les 2 ans. Elle est importante parce que il vaut mieux détecter ta fuite avant qu'elle soit trop grave, déjà pour limiter les dégâts sur la couche d'ozone et pas massacrer notre jolie planète. Et surtout parce qu'il vaut mieux que tu recharges 200 grammes de gaz que 2 kg. Au prix du kilo de gaz, tu as compris que tu feras tout de suite des économies. Donc tu vois, tu fais bien le tour de tout. On l'a entendu biper un peu parce que parfois il prend un grain de poussière. Quand ça bip comme ça, tu restes bien au même endroit pour voir si ça revient. Si ça revient pas, il n'y a pas de problème. Hop. Tu vois, je vais quand même faire les fuites sur ces crosses. Elles n'ont pas de brasure. Tiens, tu vois d'ailleurs. Elle n'a pas l'air bien contente celle-là. Bon, bah là, j'ai très certainement une fuite parce que tu vois, je bouge pas, ça revient constamment. Donc bon, on va traiter ça. Je vais continuer. Donc tu vois, dans ces coudes, il n'y a pas de brasure, mais ça ne veut pas dire que ça fuit pas. Et d'ailleurs, souvent, il y a ce qu'on appelle des petits haricots sur la partie interne du coude. Ça fait une petite bulle qui vient se fendre parce que c'est quand même des cuivres assez fins. Ou alors, des fois, c'est la jonction avec la platine. Mais tu vois, là, ça a l'air de pisser un peu partout.
Donc après on va mettre du mille-bulles pour localiser ça plus précisément. Et puis après voir ce qu'il faut faire. De toute façon on partira pas avec la fuite comme ça. S'il faut, si on ne peut pas réparer tout de suite, on isolera le fluide frigorigène dans le groupe extérieur au cas où il n'y ait aucune fuite dans le groupe extérieur. Et si jamais c'est pas le cas, on le mettra en bouteille le temps de réparer la machine pour éviter qu'il continue à fuir comme ça. Donc tu vois, c'est important parce que là c'est vraiment une micro-fuite. Ça détecte 5 mg de fuite par an. Donc c'est vraiment une micro-fuite. Mais tu vois, regarde, je suis même pas sur la machine, je capte quelque chose. Donc c'est une machine qui potentiellement va être en panne cet été ou quoi. Enfin voilà, donc on le voit maintenant, on va récupérer un maximum de gaz. Quand on va faire la recharge, il y aura très peu de gaz neuf à remettre. Ça sera moins onéreux pour le client. Et puis on aura fait moins de dégâts à notre belle couche d'ozone. Une fois les fuites cherchées et les connexions resserrées, je vais fermer ce cache pour être tranquille. Hop. Et donc là, on est quand même sur une machine qui n'a pas trop tourné. C'est une pièce qui est utilisée comme bureau de temps en temps pour quelques journées de télétravail. Donc là, j'ai la volute qui est impeccable. À l'intérieur, c'est nickel. Bon, là, j'ai un peu de poussière sur la batterie. Donc on va faire la désinfection de la batterie. J'utilise des produits Advance de chez Aspen Group. Donc tu vois, là, c'est le RTU ECD, nettoyant désinfectant pour évaporateur. Alors tu vois, élimine saleté, dépôts visqueux et moisissures, permet de respirer un air plus pur et plus sain et conforme aux normes européennes relatives aux bactéricides. Tu vois, pulvériser le produit à l'intérieur de la batterie en commençant par le haut, puis en allant de droite à gauche. Bon, ça après, si tu fais de gauche à droite, t'inquiète, ça marche pareil. Et puis tu laisses agir ça pendant 5 minutes et après tu rinces à l'eau claire. Donc moi j'utilise celui-là, j'ai rien à te vendre, je l'aime bien, je trouve que ça va super bien. Après, tu mets le produit que tu veux, du moment que c'est fait pour, que c'est là pour désinfecter correctement et nettoyer en profondeur, c'est parfait. Allez, c'est parti. Après, c'est pareil, hein, c'est mon entreprise, je suis un grand garçon. Là, j'ai pas mis de masque, pas de lunettes. Toi, bien sûr, tu prends tes responsabilités. Si tu as ça à faire, tu t'équipes correctement, tu mets des gants, tu mets des lunettes, tu mets un masque. Tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Allez, on va laisser agir ça. Tu vois, ça va aller aussi dans le bac. Moi, j'aime bien mettre une petite séance par là aussi, et par là. Alors, évite de mettre ça avant de faire les fuites parce que souvent, ça fait gueuler ton détecteur pour rien, ça. Bon, pendant ce temps, je vais mettre un petit coup à la carrosserie et puis après, on se retrouve pour le rinçage. Donc là, pareil, pour les plastiques, c'est un Easy Finish de chez Advance, toujours. Aspen Group, nettoyant pour goulottes et plastiques. On va combien la majorité des systèmes de clim. Élimine sans danger toute trace graisse, nicotine, trace de doigts. Voilà, ça va bien pour ces surfaces-là. Donc là, c'est une espèce de mousse active. Donc je fais l'intérieur de ma clim. Voilà, pour rincer, j'utilise le Clean Washer de l'instrument. Ça va pas mal. Après, bon, tu prends ce que tu veux, un pulvérisateur même manuel, ça va très bien. Je vais commencer avec ça. Donc, on va rincer abondamment le produit désinfectant. Le fait d'envoyer cette grosse quantité d'eau, ça te permet aussi de tester ton écoulement en même temps. Vaut mieux qu'il y ait un problème là que tu es là, qu'au démarrage de la clim,
et qu'il y a un mur foutu et une peinture à refaire. Bon là on est quand même sur une clim relativement propre. J'en ai une autre dans l'autre chambre là, la chambre principale qui a beaucoup tourné. Elle est vraiment sale. Donc là-bas j'ai sorti les bâches, tout, on a nettoyé la volute. Je te filme ça et puis je te mettrai ça dans la vidéo pour que tu te rendes compte un peu de jusqu'où on va quand l'état est pire que celui-ci quoi. Donc là je te montre l'état de l'échangeur avant le nettoyage. Et surtout, regarde-moi la volute qui est complètement couverte de dépôts, de poussière, de champignons qui se sont développés, tu vois. Regarde un petit peu la couleur de ce qui sort de la clim. On n'est pas sûr du tout propre. Bon, je vais te remontrer l'intérieur de la clim après un deuxième passage. Voilà. Là, on a un échangeur impeccable. Tu vois là-haut, on a tout supprimé. Les cochonneries qui traînaient. On a un truc impeccable, tu vois encore ce qu'on a sorti. Donc voilà. Ça, si tu le suis tous les ans, c'est dans cet état-là que tu trouves ta machine. Donc tu vois que ça va assez vite à faire quand tu le fais régulièrement quoi. On va remettre les capots et puis on va nettoyer l'extérieur. Voilà. Ça c'est cool chez Toshiba, 2 vis, ça se clipse tout seul, ça se déclipse tout seul. Ça fait du bien quoi, parce que quand tu passes une demi-heure à tirer sur tous les plastiques pour la sortir, tu enlèves 17 vis. Ça rend un peu fou en maintenance. Surtout quand tu en as 5 ou 6 à faire dans la maison. C'est un petit peu long. Hop. Tu vois, ton travail, c'est un peu comme un iceberg. La plus grosse partie, elle est sous l'eau. Hein. Personne la voit, le client, il voit pas le plus gros de ton boulot, tout ce qu'on a fait dedans. Mais par contre, ce qu'il voit, c'est que quand tu pars, si la carrosserie, elle est propre ou sale. Donc, prends le temps de le faire. C'est l'image de ton travail, elle est là. Donc, on va remettre les filtres. Donc, toi, si tu es utilisateur, au moins, tu vas voir comment ça se passe. Ici, tu as deux supports sur lesquels va venir reposer le filtre. Donc il suffit de le poser dessus et de le faire coulisser jusqu'en haut. Et ensuite là tu as la languette dont je t'ai parlé tout à l'heure pour le retirer. Et tu as un petit support là, tu viens y mettre dedans. Tout simplement. Et là on va faire une petite finition avec un produit que j'aime bien. Donc c'est celui-là, toujours chez nos copains d'Advance, Aspen Group, le Udur Guard. J'ai une prononciation dégueulasse, je suis désolé, c'est pas dans ma langue. En tout cas, ça va venir neutraliser un petit peu les odeurs. Tu vois, des odorisants pour système de climatisation, triple mélange d'inhibiteurs, éliminateur d'odeurs. Donc tu sais, c'est pas juste un parfum quoi, ça vient éliminer les odeurs qu'il peut y avoir. Et surtout, ça te laisse pas une odeur de parfum qui peut être dérangeante parce que c'est comme tout, chacun ses goûts, tu vois, on aime ou on n'aime pas un parfum. Là, tu as vraiment cette sensation de propre, ça sent le propre, je sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre. Mais bon, en tout cas, j'aime bien. Donc tu mets ça directement sur tes filtres. Hop. Pour faire l'arrière des filtres. Et voilà, ça suffit. Là, ça sent déjà super bon et quand on va mettre en route,
quand on va mettre en route, ça sera vraiment nickel. Donc ensuite, pour fermer le capot, eh ben, tu as bien compris qu'il y avait un cran qui le tient, donc il faut forcer un petit peu. Et ensuite, bien appuyer de chaque côté, mais parfois au milieu, quand tu as des gros modèles de clim, il y a aussi un cran au milieu. Donc pour bien s'assurer qu'il soit bien fermé. Et puis donc, eh ben, comme je t'ai expliqué, tu mets bien un coup à l'extérieur, parce que c'est ce qui vient finir ton travail. Hop. Tu commences par ça, c'est le plus propre, ça t'évite de le salir après. Donc ça, et ensuite tu termines par le dessus, parce que généralement c'est là que s'accumule la poussière. Donc c'est le plus crado. Hop. Je vais un peu. Voilà. Donc pour cette clim c'est terminé, on va la redémarrer parce que tu sais, ça va projeter un peu d'eau tout ça. Il faudra sûrement réfugier ça. Et surtout tu vois là, elle a le voyant filtre qui est allumé, donc on va le faire disparaître. Donc je vais essayer de te faire voir ça. Donc c'est sur tes télécommandes. Souvent en bas tu as un bouton comme à l'arrière de ta calculette que tu viens appuyer avec un stylo avec marqué filter, donc tout simplement. Donc on va appuyer dessus et puis ça va nous virer ça, voir si j'arrive avec mon tournevis. Non, ça marche pas. Voilà, donc tu allumes ta clim, tu appuies dessus et tu vois ça m'a éteint le voyant. Donc maintenant elle est en préchauffe, elle va démarrer. Et tu vois là, au redémarrage, tu as quelques projections d'eau, c'est normal. Donc tu viens réessuyer un dernier coup ton volet. Et c'est parti. Bon voilà, on se retrouve sur la maintenance du groupe extérieur, donc on va d'abord tout décarrosser. Donc un truc tout bête mais très pénible quand tu es en maintenance, quand tu fais ton installation et que tu fais ce genre de choses, que tu mets ton pied là, disque la tige filetée, parce que quand tu fais un entretien, tu vas voir là dans 2 secondes, c'est très relou de retirer le capot avec la tige qui dépasse alors qu'un simple coup de discus qui te prend 4 secondes facilite la vie tous les ans. Tu vois là, et encore, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc qu'est-ce que je vais faire là, une fois que j'ai tout décarrossé, je vais essayer de dépoussiérer un petit peu avant de travailler, tu vois, c'est plein de toiles d'araignée, etc. Alors moi j'ai la chance d'être équipé avec un petit souffleur, mais si tu as une petite balayette avec des poils souples et secs, ça va très très bien. T'enlèves un maximum tout ce que tu peux déjà avant de commencer. Allez, c'est parti. Ensuite, très important, les recherches de fuite. Donc on l'allume, on l'éloigne au maximum pour qu'il fasse sa mise, son étalonnage, que sa mise au point. Et pendant ce temps, on va faire le serrage des connexions électriques. On n'oublie pas les terres. Et regarde, je vais te montrer une petite chose vite fait. Pareil, un truc que tu peux penser quand tu fais tes... Regarde. Tu vois là les fils, ils sont rentrés à droite. Ce qui fait que quand tu serres ta vis comme ça, tu as tendance à faire sortir le fil. Alors que si tu le rentres par la gauche, plus tu vas serrer, plus tu vas avoir tendance à rentrer ton fil dans le connecteur. Donc là, mon détecteur a fini son étalonnage et on va attaquer à faire les fuites. Ensuite, ici, il y a toutes les crosses.
Voilà, tu cherches un peu toutes les brasures, les raccords, les machins, tu passes un petit coup un peu partout. Tiens d'ailleurs, là, pendant qu'on est dans tout ce bazar, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo où on dissèque un peu une clim et puis on met un nom sur les pièces, voilà, t'expliquer où est la 24 voies, ce que c'est qu'une bouteille liquide, où est le compresseur, parler un peu des cartes électroniques et tout le bazar. Donc mets-moi ça dans les commentaires si ça t'intéresse, je te ferai ça, là j'ai 2-3 vieilles clims à la maison, on peut s'en disséquer une ensemble si ça te dit. Donc voilà, après un petit point qui est parfois un peu critique sur certaines marques, on va pas citer, c'est pas pour faire un débat, mais en tout cas parfois la dernière crosse là est vraiment très basse et elle stagne un peu dans l'eau, il y a un peu de corrosion qui se fait, donc souvent ça perce ici, donc là il faut bien y aller. Attends. Après il y a un signe, hein, quand tu as des fuites, souvent ta clim elle est grasse. Parce que quand tu as du gaz qui sort, bah, tu as l'huile qui sort avec. Sur des bonnes fuites, hein, je parle. Hein. Si tu as juste un tuyau poreux, tu n'auras pas d'huile, bien sûr. Ici, tu as le ventilateur condenseur et son moteur. Alors, tu peux le faire tourner déjà pour vérifier qu'il n'y ait pas un point dur quelque part, ce qui signifierait que ton moteur est un peu endommagé. Il faut que tu regardes aussi si tu as du jeu sur ton axe. Et surtout, tu vérifies bien les fixations du moteur au support. Surtout que souvent, elles sont faites avec des caoutchoucs qui finissent par cuire et craqueler. Et ça crée des soucis, puisqu'au bout d'un moment, il finit par se décrocher à un endroit, il commence à tourner tordu, et puis après ça déchire tout, ça fracasse tout. Donc ça, c'est quelque chose que je contrôle systématiquement à toutes les maintenances. Donc maintenant, tu as vu dans quel état est la machine. L'échangeur, bon, il n'est pas tout propre, mais c'est pas catastrophique. On va nettoyer tout ça, je te fais voir. C'est parti. Donc là, pour le coup, je mets les gants moi aussi. Idéalement, quand je peux, je mets un masque. Là, j'en ai pas. Mais celui-là, il attaque. Il est costaud le produit, donc c'est toujours pareil. C'est toujours chez Advance, hein, j'aime bien, je te l'ai dit. Donc j'ai acheté leur Vapo. Et puis tu prends des bidons de 5 litres. Là, tu remplis ça, un bon tiers avec de l'eau. Et puis ça va nickel pour faire les condenseurs. Ça l'écrase bien. Donc c'est parti. Donc la première chose, c'est bien remplir ta batterie, ton échangeur. Et ensuite, on va aller faire la même chose à l'arrière de la machine. Hop. Et ensuite, j'arrose tous mes éléments pour pouvoir les nettoyer. Donc, tu vois, on remplit l'échangeur. Un peu tout arrosé ici. Et puis là, ma grille. Et maintenant, je vais prendre ma petite brosse et puis je vais nettoyer tout ça. Et puis on va rincer en commençant par l'échangeur. Donc le but c'est de faire du haut vers le bas pour faire couler toutes les impuretés en fait au fond.
et pas en laisser plein la batterie. Donc tu verras, c'est souvent sale dans l'angle. Peut-être parce que c'est un peu enfermé dans la carrosserie, j'en sais rien. Là tu vois, c'est pareil, c'est un groupe qui a été raccordé à l'évacuation. Seulement pendant la pause, les gars ils ne se sont pas posé de questions. Et tu vois, il n'est pas de niveau. Donc en fait, en hiver, l'eau elle va stagner devant, là, elle risque de prendre en glace. Et si ça commence à prendre en glace, ça va rapidement monter dans les batteries. Alors là, ici, il n'utilise pas énormément le chauffage, mais ouais, ça peut créer des pannes rapidement, ça. Il faut faire gaffe à la pause, à ce qu'on fait, quoi. Regarde, tu vois, le machin, il aurait dû être comme ça, quoi. Voilà, quelques rondelles, voilà, ils auraient pu faire un truc de niveau. Après moi là, voilà, c'est ma première intervention, je prends des notes de ce qu'il y a à faire. Je vais proposer au client de remettre ça un peu en état. Et puis comme ça, moi quand je vais continuer mes maintenances les années futures, je passe sur un truc clean. J'ai fini de rincer, donc tu vois, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Maintenant, je vais refermer tout ça et puis on va nettoyer l'extérieur après. Tu vois, c'est là que les tiges filetées elles commencent à casser les bonbons. Faut faire vachement gaffe quand tu refermes, quand tu as ce genre de choses là. Tu vois là, la clim elle est prise avec ça, avec cette partie là. En fait ça tient tout le système du ventilo condenseur. Et comme si tu oublies ces vis, quoi, tu vas quasiment sûr à 199% quoi, du bruit parce que ton condenseur va vibrer dans tous les sens. Donc comme c'est des vis qui vont être cachées par ce capot là, il faut vraiment te méfier à pas les oublier quand tu refermes ta clim celle-là. De toute façon, si t'en restes à la fin, c'est que ça va pas. Donc à ce stade, je re-arrose mon groupe avec le même produit. Hop. Que je dilue un petit peu. Et c'est parti.
Bon voilà, le groupe extérieur c'est terminé, donc des petites choses que tu peux vérifier également, c'est les connectiques de ton compresseur. Des fois ça s'oxyde à cet endroit là, donc ça vaut le coup d'aller couper le jus, ouvrir ça, regarder si c'est un peu oxydé, mettre un petit coup de papier de verre, tout ça, rebrancher ça comme il faut. Tu pourrais aussi également mettre tes manos et regarder tes pressions de fonctionnement. Je suis pas trop pour plusieurs raisons. C'est que la première, dans une clim, les pressions de fonctionnement, bah, c'est pas que c'est aléatoire, mais voilà, c'est pas des choses très concrètes. Donc tu feras pas des miracles avec ça. Et en plus, c'est un risque de perte de fluide frigorigène inutile. Tant qu'elle fonctionne, laisse-la tranquille. Par contre, avant de partir, on va tout remettre en route et faire des prises de température. Donc à l'aspiration, au soufflage de chaque machine, ça va nous donner une très bonne idée de l'état de fonctionnement des machines. Donc voilà, j'espère que tu auras bien compris ce que j'ai essayé de t'expliquer. En gros que là maintenant c'est un peu comme faire une révision sur ta voiture, c'est pour prolonger la durée de vie de ton appareil, garder ses performances, préserver un air sain dans ta maison. Bon voilà, pour pas avoir tout un tas de bactéries, de cochonneries dans l'air qui est brassé par ta machine. Et donc je pense que c'est quand même assez important. Tu vas y gagner sur ton porte-monnaie. Effectivement, l'entretien a un coût, mais tu vas faire moins de dépannage. Ta machine va durer plus longtemps. Tu pourras prévenir d'une fuite de gaz et éventuellement, éventuellement en remettre moins que si tu attends que ta machine soit complètement en panne et vide de gaz. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est important de souscrire un contrat de maintenance auprès d'un professionnel agréé, puisqu'il doit faire la vérification des fuites de fluides frigorigènes. Et pour ça, il doit être détenteur d'une attestation de manipulation des fluides et d'une capacité en cours de validité. Voilà, j'espère que ça aura été clair, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à mettre en commentaire toi, si tu as d'autres méthodes, d'autres façons de travailler, si tu es artisan, ce que tu en as pensé si tu es utilisateur. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et puis mets un pouce bleu si ça t'a plu. On se retrouve très bientôt sur Chaud l'Artisan. Allez, salut!